Rebonjour à ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est toujours à la Clusa. On est toujours au sommet du digital. Et on est cette fois réunis autour d'un vaste sujet, à nouveau, qui est la mort du CV. Bonjour à vous. Bonjour. Autour de la table, Philippe Catla. Vous êtes dirigeant de l'INSEC numérique. Voilà, disons des programmes digitaux du groupe INSEC. Qui regroupe combien d'écoles? Une douzaine d'écoles. C'est le premier groupe d'enseignement privé en France supérieur. Combien d'étudiants du coup? 24 000 cette année. Voilà. Donc futur candidat à l'emploi. Voilà. Valérie Gardès, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH B2B d'Orange. Oui, tout à fait. Et à vos côtés, Mathieu Warnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-DRH de Nexity et actuel DRH... Freelance. Voilà, dans la réinvention du travail dont on parlait hier. Alors, en un mot, ou en deux ou trois, la mort du CV, oui ou non? On commence par un tour de table, aller de gauche à droite. Philippe? Alors la mort du CV, oui ou non? Ça dépend de ce qu'aujourd'hui on appelle un CV. Ok. Déjà. Valérie? Je dirais mort programmée, ça dépend à quelle échéance, à quelle vitesse et pour qui? Quoi, quand, qui? Et ça dépend ce qu'on en fait, surtout. Et comment? Et comment, voilà. Très bien, exactement. donc on en revient aux bases du journalisme, donc les 5 W. Ici, depuis qu'on est arrivés, donc tous hier ou avant-hier, quand on entre en contact professionnel et qu'on souhaite le rester ou qu'on se drague, comme certains le font sûrement dans la scène d'à côté, on se LinkedIn quand même assez rapidement. Aujourd'hui, comment est-ce que le CV peut être encore une piste d'avenir quand on a des plateformes qui permettent d'avoir des CV multimédia, enrichis, cooptés? Je parle peut-être pour ma problématique, moi, ce sont les étudiants, bien sûr, dans les X écoles du groupe. Donc, comment ils trouvent du travail, comment ils les amènent à l'emploi, à l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'ils sont encore omnubilés par le CV. On en parle quand même beaucoup. D'abord, on a deux types d'étudiants. Ceux que l'on a formés depuis la première année. Et je dirais qu'une expérience entrepreneuriale, entreprise, ils ont déjà fait des stages, de l'alternance, etc. Et puis, ceux qui viennent beaucoup de l'université, qui nous rejoignent en cours de parcours. Donc, on a beaucoup de programmes pour ça. Et ceux-là, souvent, n'ont jamais eu d'expérience en entreprise. Et donc, n'ont jamais fait de CV de leur vie, n'ont jamais entendu quasiment parler d'un CV, ils ont entendu parler, mais n'ont jamais eu l'idée de faire un CV, de se présenter, etc. Donc bien sûr, il y a déjà deux niveaux, donc on doit beaucoup les aider, je parle surtout de la deuxième catégorie, et on leur offre le premier contact en entreprise, souvent par exemple après un bachelor, une licence universitaire, ils viennent chez nous pour un master, ça c'est très courant, et cela effectivement on doit plus les prendre par la main pour leur expliquer comment on se présente tout bêtement en entreprise. Voilà. Et alors pour en revenir à ce que vous disiez, pour la mort du CV, oui ou non, vous disiez ça dépend de ce qu'on appelle un CV, donc CV, curriculum vitae. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde effectivement est sur les réseaux sociaux. Oui. Alors ça, vraiment, depuis l'âge de 12 ans, quasiment. Donc, bien évidemment, on le sait, tout le monde laisse des traces sur les réseaux sociaux. Donc, quand on est dans un process de recrutement, eh bien, vous avez déjà un CV qui existe, que vous connaissez pas obligatoirement, que vous avez construit sans le vouloir pendant 10 ans, un CV numérique, et on peut très bien trouver énormément de renseignements sur vous, que vous avez moins oublié d'ailleurs. Et ça, c'est vrai qu'on le dit également aux étudiants, d'éviter de laisser des traces, je dirais, qu'ils pourraient regretter, par exemple, sur certains réseaux sociaux. On leur explique que ça existe, que c'est pas une vue de l'esprit, et qu'on vous googlisera, on va aller sur Facebook, on va aller sur LinkedIn, etc. Et qu'effectivement, non, les recruteurs auront également cette vision d'eux-mêmes qu'ils n'auraient pas envie de donner obligatoirement. Voilà. Oui, c'est-à-dire que ça comprend ce qui est hors professionnel, alors que le CV était quand même a priori... Mais le CV comprend aussi tout ce qui est hors professionnel. Voilà, il y a Avant, toujours les petites lignes du bas, il y en a 3-4, et aujourd'hui, ces lignes, en fait, elles prennent beaucoup d'importance parce que le comportement, c'est important, l'entreprise, il y a des codes à respecter, il y en a de plus en plus d'ailleurs. On est sûrement dans un monde qui est un petit moins libertaire qu'avant, tout en faisant semblant de l'être, il est beaucoup moins, et on peut vous reprocher des choses qu'auparavant on aurait trouvé, d'abord qu'on n'aurait pas connues, et puis qui n'ont pas d'importance, en fait, qui n'ont pas vraiment d'importance par rapport à votre capacité professionnelle, votre envie de l'entreprise, etc. Valérie, qu'est-ce que c'est la première chose que vous faites quand vous recherchez un candidat? Est-ce que vous regardez son empreinte numérique? Est-ce que vous regardez sa fiche? En fait, assez rapidement, le CV est vraiment un support encore très utilisé aujourd'hui, mais vraiment très court dans les process de recrutement. C'est vrai que l'identité numérique, assez rapidement, on jette un coup d'œil sur le CV. Les étudiants se posent beaucoup de questions sur comment on parle de soi-même, alors qu'effectivement, on laisse une empreinte numérique tout à fait intéressante que les recruteurs vont aller chercher, vont googliser la personne. Moi, le point que je voudrais souligner, parce que vous
vous parlez des étudiants et c'est effectivement des générations digitales natives. Et il y a quand même tout le reste, hein, effectivement, des populations qui sont au travail aujourd'hui, avec différentes pratiques, différentes tranches d'âge, pour lesquelles l'accès au numérique, le rapport au numérique n'est pas tout à fait le même. Ouais. Et ça pose un enjeu évidemment de vitesse. C'est pour ça que je soulevais la question de oui, le CV va encore sans doute être utilisé, mais de moins en moins, et ça dépend pour qui, avec en revanche sans doute l'utilisation pour toutes les générations du smartphone, avec un contenu et un rapport au contenu du CV qui va fortement évoluer, avec pour nous en tout cas, la question aussi de la fracture numérique, qui est, je pense, un enjeu de société. Alors, il y a les nouveaux étudiants, mais il y a aussi tout le rapport à l'emploi de l'ensemble des autres communautés sociales. Ce qui nous ramène en effet à ce que vous disiez, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'on fait apparaître sur son CV, comment est-ce qu'on le diffuse. Vous, chez Nexity ou en freelance, déjà, est-ce que vous recevez encore beaucoup de CV à proprement parler ? Oui, enfin aujourd'hui, c'est quand même l'outil incontournable. On ne pourrait pas dire à un étudiant ne fais pas de CV, ça sert à rien. Non, c'est vraiment l'outil absolument incontournable. Après, c'est vrai qu'il est très limité. Quand on y pense, c'est un CV, c'est difficile à transmettre, ça se périme, c'est pas forcément à jour, c'est pas actif, c'est pas relié à d'autres personnes, il n'y a pas de recommandations. Donc LinkedIn ou autres sont des outils beaucoup plus puissants, mais le CV reste essentiel. Et après, il a quand même des vertus. Je disais, ça dépend comment on l'utilise. Le CV, c'est une bonne façon aussi de réfléchir à comment on veut marketer, comment on veut expliquer son parcours. Et l'exercice de faire son CV est utile, chose qu'on ne fait pas forcément quand on remplit son profil LinkedIn parce qu'il se remplit au fur et à mesure. Oui. Donc c'est un bon exercice. Et après, nous, côté recruteur, je pense qu'il faut qu'on apprenne à penser le CV différemment. Oui. Ça a été beaucoup un outil pour créer de l'uniformité. Hein. Oui. On a cherché le CV parfait, une grille de lecture. Et on écoutait Pascal Pic tout à l'heure là, qui nous disait dans un monde d'incertain, il faut de la variation, il faut de la diversité. Il faut que nous, recruteurs, on apprenne à lire le CV différemment. Oui. Pas pour chercher le CV parfait, le parcours parfait, mais pour aller chercher justement cette diversité et comprendre le pourquoi des expériences. Oui. Ouais. Un peu à l'américaine, sortir de l'exception culturelle française. Je voudrais rebondir sur effectivement apprendre à lire le CV autrement pour les recruteurs. Ouais. Il est fort possible qu'on ne lise plus les CV, en tout cas que ce ne soit pas nous, mais plutôt des opérations de big data, des bots qui lisent les CV pour nous, qui détectent en fait des parcours. Je pense que ça pose aussi deux questions sur l'évolution du CV, qui est la culture française autour du diplôme. C'est vrai que le CV à la française, en tout cas, beaucoup orienté sur un cursus d'études, sur du parcours professionnel et très peu sur des choses qui intéressent aujourd'hui les entreprises dans des univers qui changent, c'est-à-dire les capacités d'apprentissage, la learning agility, la personne en fait et la personnalité qui sont difficiles à rendre dans un CV classique. Alors il y a les différentes formes de CV, nous plus interactifs aujourd'hui qui apparaissent, qui donnent à voir les personnalités qu'on va recruter, leurs capacités d'intégration dans les entreprises qui sont vraiment les soft skills qui nous intéressent davantage aujourd'hui. Et on voit beaucoup d'initiatives en ce moment justement différentes. On voit des phases de recrutement qui se vont sans CV avec des questionnaires en 25 à 30 questions, plus pour mesurer la capacité d'adaptation d'un profil à un poste. On voit justement le producteur de l'émission sur laquelle on est, David Siama, a reçu pas plus tard qu'hier un mail d'un proche qui lui demandait de conseiller de coopter quelqu'un sur un poste en particulier. C'est un site qui est en version bêta qui s'appelle Talent Link Air. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez tous beaucoup, ces nouvelles façons de recruter, les outils à part le... Disons, on essaie de former les étudiants aux outils de base, bien sûr, toujours, parce qu'il y en a qui ne sont pas opérationnels. On essaie de travailler sur leur personal branding, et ça, rapidement, en tout cas, on a des cours de personal branding personal pour les étudiants. La terminologie est intéressante. Donc, se vendre soi-même. Se vendre soi-même en fonction de tel ou tel poste, comment se présenter, etc. Donc ça, ce sont des cours que l'on donne aujourd'hui, usuellement, dans quasiment toutes les écoles du groupe. Alors c'est vrai que c'est pour certains postes et certains débouchés, clairement, pas pour tous les niveaux. Ensuite, les
les étudiants ont beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont créé des CV très originaux, qui marchent d'ailleurs, et je suis toujours étonné de voir tourner sur Facebook des milliers de vues sur tel étudiant qui a eu cette expérience, etc. Donc ils sont très très originaux dans la façon de se présenter, dans la façon de faire une vidéo, dans la façon de mettre en avant certaines de leurs qualités. Donc on leur laisse quand même une certaine liberté. Bien, ils ont une liberté qu'ils prennent d'ailleurs. Et les entreprises, en fait, il y a aussi beaucoup de types d'entreprises. Il y en a qui sont très réceptives à ce genre de choses et d'autres pas du tout. Donc là aussi, je dirais, c'est un discours, un dialogue entre deux éléments qui sont en train d'évoluer. À un moment, ça match. Certains temps, ça ne matche pas non plus. Bon, c'est ça un CV aussi. Hein. Donc, pour vous, la vidéo, c'est une piste. On a vu des boss qui eux-mêmes proposaient leurs postes, les postes à pourvoir dans leurs entreprises à travers des vidéos. Des candidats recherchaient les emplois par des vidéos aussi. La culture digitale, c'est aussi aplatir en fait les organisations. Et c'est vrai qu'on est très centré, enfin dans la référence au CV, au recruteur un peu tout puissant qui a le choix dans un certain nombre de profils, alors que finalement le CV c'est bientôt l'employeur qui va devoir le faire dans des formes peut-être effectivement avec les mêmes codes et en se posant les mêmes questions que les étudiants ont eu à se poser pour attirer les talents ou des expertises. En tout cas, le fait de se mettre à la même distance, dans le même rapport, sont des évolutions attendues dans les modes de fonctionnement, d'ailleurs que l'on cultive dans les grandes organisations ou les petites entreprises agiles. Et du coup, on peut avoir effectivement un dialogue différent. Donc des candidats ou des étudiants qui vont venir sur des choses très personnalisées, très imaginatives, et des entreprises aussi qui vont sortir du discours insipide, on est grand, on est beau, mais qui vont essayer d'être très spécifiques sur leur culture d'entreprise et pour trouver des rencontres, parce que je pense que le candidat il va pas chercher peut-être comme avant le gros poste avec les grosses responsabilités qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Il va chercher des histoires qu'il va pouvoir raconter, qui vont pouvoir faire son personal branding. Et nous, employeurs, il faut qu'on soit capable aussi de l'aider à construire cette histoire-là. D'autant qu'on est dans des chemins aujourd'hui professionnels qui ne sont plus du tout linéaires. On n'est plus dans une construction horizontale à gravir. On a des ruptures professionnelles tout au long d'un parcours. Mais même, je pense à LinkedIn et aux outils dont on dispose actuellement. Il y a même sur ces outils-là des choses qui ne sont pas parfaites. Je pense à toute la génération dont on parlait qui arrive, qu'on appelle aussi slasher, qui a plusieurs casquettes. C'est le cas de plein de gens d'ailleurs au sommet du digital. Comment est-ce qu'aujourd'hui on rassemble tout ça, on rend ça lisible et Déjà, les étudiants ont beaucoup évolué. Je rejoins ce qu'on s'était dit hier, il y a une table ronde là-dessus. Ils ne recherchent pas obligatoirement la grande entreprise, le grand poste. Ils n'ont pas obligatoirement un plan de carrière très élaboré, en fait. Ils vont vers ce qui leur paraît les plus intéressants. Donc c'est là où l'entreprise doit se vendre. Je dis pas autant que l'étudiant, mais quelque part, pour certains postes, oui. On parlait hier des startups par rapport aux grands groupes, des choses comme ça. Il y a des entreprises qui plaisent énormément et qui ne sont pas les mêmes qui plaisaient il y a 10 ans ou 15 ans, par exemple. Mais ça, c'est vraiment une grosse évolution. Donc l'entreprise, effectivement, doit par divers signaux arriver jusqu'à intéresser tel ou tel type de jeunes diplômés. Et ensuite, il y a les outils qui sont à disposition. Alors, ils sont multiples et variés. Je crois qu'on a des offres quasiment quotidiennes ou hebdomadaires de nouvelles façons de travailler les CV, les présentations, etc. Là, c'est plus complexe, on va dire. D'abord, aucun outil n'est parfait, sans doute. Deuxièmement, il y a aussi, avant de truander beaucoup les CV, mais ça marche aussi sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on peut truquer son CV aussi sur LinkedIn. Donc, il y a diverses façons de le faire. Donc, rien n'est parfait non plus là-dedans. Est-ce que la data ou l'analyse de data, l'analyse de CV va prendre le pas à la base? Il y a beaucoup de dangers là-dessus parce que ça dépend comment l'algorithme est créé et fabriqué. Il y a des occurrences complètement stupides qui peuvent arriver, qui vont faire en sorte que certains CV seront écartés alors que c'était peut-être les bonnes personnes. Voilà. Donc là, on est aux prémices. C'est déjà des choses qui sont en place aujourd'hui. Je pense pas que ça soit encore effectivement utilisé de façon massive dans les mots, les années qui viennent. C'est quelque chose qui va venir peut-être pour certains types de postes aussi. Voilà, bien on sûr, a énormément de demandes. Ouais, un peu comme on utilise aujourd'hui des méthodes de recrutement, de mise en situation ou via des outils digitaux pour identifier des comportements, des traits de personnalité. Ça, c'est quand même très très encourageant parce que
y a une notion économique quand même face à la multitude de l'offre de candidats, même si c'est pas toujours, il n'y en a pas toujours tant qui postulent, mais ça dépend des secteurs. Mais il faut quand même arriver à choisir à un coût raisonnable. Donc jusque-là, on utilisait beaucoup le CV qui est pratique pour ça. Aujourd'hui, on a des outils avec le digital qui nous permettent de faire ça. Il y a des vrais risques parce que on le voyait, l'intelligence artificielle peut reproduire les biais humains qu'on a eus depuis longtemps. Bien sûr. À l'inverse, je pense que si on est suffisamment intelligent, par des outils digitaux, on peut arriver à corriger les biais humains. Parce qu'on voit bien que le processus de sélection humain, que ce soit par entretien ou par CV, il est très très biaisé. Oui. Il est très imparfait parce que beaucoup de candidatures sont jamais étudiées parce qu'on n'a pas le coût, on n'a pas la possibilité économique de le faire. Par le digital, on arrivera sans doute à faire des choses moins biaisées et considérer plus largement, pas juste un petit panel de candidats. Ce qui m'intéresserait pour rentrer dans l'exemple, c'est que vous sortez donc d'une grosse boîte, vous vous lancez à votre compte, donc vous avez dû être amené à réfléchir à titre très personnel à cette question. Vous ne cherchez pas un poste forcément, mais plutôt des clients. Vous avez repris votre CV, papier, vous avez remis des lignes, vous vous êtes inscrit sur toutes les plateformes à la fois, vidéo, LinkedIn. Alors ça, j'ai vécu un truc qui est absolument génial, que je conseille à tous les DRH, c'est effectivement ça faisait 20 ans que je m'étais pas posé la question de la démarche de recherche d'emploi. Oui. Et donc que ce soit en freelance ou en poste, et voilà, on peut être ouvert aux deux. Je pense que la frontière, elle est quand même assez ténue entre les deux. Ça force à regarder quels sont les canaux de l'emploi, quels sont les outils, comment réfléchir, et voilà, comment est-ce qu'on gère un outplacement, une sortie d'entreprise. Ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes pour un DRH, je trouve. Et on voit que il y a vraiment du très 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 traditionnel, un peu ce que je disais au début, le CV est incontournable. Chronologique, on a basique. Des process qui sont juste d'un autre âge. Au DRH, on parle beaucoup d'expérience candidat. Il y a quand même des expériences candidats qui sont avec des entretiens à rallonge, multiples, etc. Et on voit que beaucoup de jobs se trouvent et de missions intéressantes par des canaux tout à fait différents du réseau, qui soit social ou in real life. Voilà. Alors après, sur des postes de dirigeants, on a peu de sélection par le digital parce que on n'a pas cette contrainte économique. Le nombre de candidats est suffisamment restreint pour qu'on puisse faire de l'interaction humaine. C'est un peu différent de quand on doit recruter massivement, où là, on ne peut pas se permettre de rencontrer 5000 personnes sur un poste. Moi, je crois quand même qu'on va avoir une pression plus forte au changement dans les pratiques des DRH. Parce que nos environnements économiques, nos relations clients évoluent quand même très très fortement. Ouais. On a une tension sur les compétences. Et je crois quand même qu'on sera contraint, même si aujourd'hui, c'est pas très satisfaisant. On est dans tout l'outillage, plutôt dans des modes test que de la généralisation. On est en approche test and learn. Mais on va avoir une pression sans doute assez rapide. Donc sur la mort programmée du CV, ça sera sans doute un CV réinventé et une vitesse qui sera peut-être plus rapide que celle à laquelle on a imaginé. Moi, je voudrais, il y a un mot qu'on n'a peut-être pas beaucoup prononcé, qui me semble quand même très important, et peut-être pour les jeunes aujourd'hui, c'est la question des compétences. Oui. Je pense que les CV n'étaient pas très tournés compétences. Oui. Il y a eu la mode des CV compétences où ça n'a pas forcément été très satisfaisant, mais je suis pas sûre qu'on soit très équipé pour dire nos compétences. Oui, absolument. Et de ce point de vue-là, les réseaux sociaux nous ont aidés. Mais pour les étudiants, ça peut peut-être mais être même dans la façon de lire son propre parcours, de fait de regarder à travers les expériences, quelles sont en effet les aptitudes des uns et des autres. Oui, en fait, effectivement, les étudiants ont tendance à raconter un peu ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que je dois mettre en avant, monsieur ou madame? Je ne sais pas ce qu'il va mettre en avant. Ça va dépendre du poste que tu vas rechercher. Donc, on ne peut pas avoir le même CV. Il est clair que le CV va évoluer. C'était une norme, le CV, ça reste une norme. Il va y avoir une autre norme, de toute façon, qui va arriver. Fatalement, elle sera digitale, elle sera plus variée, elle mettra en avant d'autres choses. Mais de toute façon, si on veut aller vite, il faut qu'il y ait une norme, obligatoirement. Même si celle-ci n'est pas encore totalement définie. Donc, on est dans une période intermédiaire parce qu'il y a beaucoup d'outils qui apparaissent, mais il n'y a pas de normes. Voilà. Ouais. Donc, ensuite, les choses vont se rejoindre à un certain moment. Ça va aussi dépendre des entreprises, la façon dont elles vont recruter les collaborateurs. En France, on est quand même très diplôme. Il y a le CV français met l'accent sur les diplômes et non les compétences, parce qu'en France, on est très diplôme. Oui, mais c'est en train de changer. Donc. C'est en train de changer. J'émettrai quelques réserves là-dessus. Ça dépend des grandes entreprises, ça dépend des groupes, ça dépend du secteur dans lequel on est aussi. Si on est sur un secteur très techno, très ingénieur, ça reste quand même extrêmement telle école recrute
telle entreprise recrute dans telle école et tel secteur. Après, il y a des secteurs beaucoup plus free, bien évidemment, aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer. Le pays, en France, c'était quand même très, très normé, que ce soit au niveau d'enseignement supérieur et au niveau du recrutement. Je parle des grandes entreprises, bien évidemment. Ensuite, c'est quelque chose de plus libéral. Voilà. Mais là, bien sûr, la réalité entre les pays est différente. Nos étudiants se présentent de façon totalement différente à Londres qu'à Paris pour trouver un boulot. Ça n'a strictement rien à voir. En France, si je fais la synthèse de ce que vous nous dites, sur le fond, on axe sur la compétence. Sur la forme, on retravaille un peu les choses. Et on garde un CV qu'on partage sur les job boards. Et on est quand même présent sur tous les réseaux dédiés, tout en veillant à garder une empreinte numérique à peu près engageante. Voilà, c'est très beau, c'est très bien. C'est bien. Moi, je voudrais quand même challenger un peu la Il vous reste 30 secondes pour le challenger. La culture française en disant que beaucoup de grandes entreprises maintenant forment et que du coup on cherche plutôt des personnalités et qu'on cherche à voir dans les CV les personnalités plus que des cursus de technologie qui sont obsolètes très très vite en fait. D'accord. Donc vive les aspérités, vive les personnalités fortes. Voilà, les compétences. L'originalité aussi. Voilà, un petit et peu. le CV n'est donc pas mort. Un CV, c'est se faire remarquer aussi par rapport à d'autres. À un moment, il faut émerger. Et ça, il n'est pas mort, mais on va l'améliorer. Voilà. Il est limité. Merci à vous trois et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le Twitter, #SomDig18TV. C'est valable pour vous aussi. Et à bientôt.